Donc, vous l'avez compris, je n'aime pas grimper. Alors, est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout mon parcours? Levez la main. Un certain nombre, donc. Bien. Alors, pour résumer, bonjour à tous, bonjour à toutes, encore une fois. Donc, je m'appelle Christelle Bichet, j'ai 32 ans aujourd'hui. Mon parcours professionnel est très simple, quelque part. J'ai d'abord travaillé, mon premier métier, ça a été d'être moniteur et formateur d'escalade. Parce que la grimpe, c'est ma passion depuis très longtemps. J'ai aussi une autre passion qui est la magie, qui m'a conduit à m'intéresser au mentalisme et ensuite à l'hypnose. Et donc, j'ai fini par devenir hypnothérapeute ensuite. Et je fais des conférences aussi, évidemment. Et voilà un petit peu, en très très résumé, ce que je fais aujourd'hui. Des conférences et puis de l'accompagnement. Et j'ai aussi une autre particularité, c'est que j'ai un parcours de ce que j'appellerais de malade professionnel. Alors pas de barjot dans le sens fan d'adrénaline, mais à l'âge de 5 ans, on a diagnostiqué chez moi une maladie génétique rarissime qui fait qu'à l'époque, le package qu'on me présentait, ou qu'on a présenté à mes parents, c'était, voilà, vous avez un enfant, aujourd'hui il va bien, mais son espérance de vie est très limitée, il passera probablement pas la vingtaine d'années, il risque de passer par une greffe de moelle osseuse parce que sa moelle ne fonctionne plus, là maintenant. Et si quand bien même ça marche et que la greffe fonctionne bien, il a des chances d'avoir des cancers qui vont être multipliés par environ 1000, 2000, 3000, 4000, ça dépend. Ça, c'était le package qu'on a donné à mes parents alors que j'avais 4 ans et demi, 5 ans. Donc autant dire un jeu de cartes pourri. On peut le dire comme ça. Alors après, dans la vie, vous savez, il y a deux sortes de profils. Il y a des personnes qui vont se plaindre du jeu qu'ils ont en main. Quelqu'un a déjà joué au poker à tout hasard? Ouais. Ouais, il y a deux, trois mains qui, 6000 noms se lèvent, 4, 5, 2, ouais. Ouais. Il y en a une qui se lève franchement. Là. Bah, au poker, quand on vous distribue un jeu, le but du jeu, c'est-à-dire, on peut très bien se plaindre pendant un certain temps du jeu qu'on a dans les mains, mais il y a un moment donné, ça ne va pas changer les cartes qu'on a entre les mains. Donc, il y a tout un tas de personnes qui peuvent choisir de se plaindre du jeu qu'ils ont entre les mains, et il y a un certain nombre d'autres personnes qui disent « Ok, j'ai des cartes pourries, ben, je vais quand même essayer de le jouer au mieux. » Et le bluff est autorisé, même avec des cartes pourries. Et je pense que quelque part, c'est ce que mes parents ont décidé de faire avec moi, c'est ce qu'ils m'ont transmis, c'est ce que j'ai décidé et choisi de faire à un certain nombre d'étapes dans ma vie, c'est-à-dire, malgré le jeu que j'avais en main, j'ai décidé de bluffer. Dire, je vois mes cartes, mais c'est pas grave, je vais quand même faire comme si j'en avais les meilleures. Donc voilà pour résumer un petit peu d'où est-ce que je viens. Alors, vous l'avez compris, j'adore grimper. Depuis tout petit, depuis très longtemps. Et je me suis rendu compte d'un truc très étonnant, c'est que en fait, vous le savez peut-être pas, mais vous aussi, vous êtes tous et toutes des grimpeurs et des grimpeuses. Ben oui. Dans tout ce que vous faites dans la vie de tous les jours, vous avez besoin de faire un certain nombre de choses qui sont exactement les mêmes choses qu'un grimpeur ou une grimpeuse fait. À savoir, en fait, la vie, c'est une histoire de prise. C'est une histoire de prise. Il y a des prises partout dans la vie. Alors par contre, ça, j'ai l'impression que ça marche pas trop bien. Si, ah bah voilà, c'est pour ça. Merci beaucoup. Ah, voilà. La vie, c'est une histoire de prise. Vous êtes d'accord? Il peut y avoir la prise de parole, évidemment, de la prise de hauteur, de la prise de distance, de la prise de risque, de la surprise de temps en temps dans le quotidien, ça arrive, de la prise en charge, prise de position, des prises de conscience, bref. Vous êtes des grimpeurs et des grimpeuses. Ça, c'est sûr et certain. Et le pire, c'est que, évidemment, en tant que grimpeur et puis en tant que grimpeuse, vous êtes obligé de savoir à quelle prise est-ce que vous allez vous accrocher, quelle voie est-ce que vous allez grimper. Et vous êtes obligé aussi de savoir quelle prise est-ce que vous allez lâcher pour aller prendre la prochaine. Parce que sinon, vos muscles tétanisent et puis vous tombez.
Mais le plus important là-dedans, en fait, c'est pas tant le s'accrocher ou le lâcher prise, c'est de réussir cet entre-deux, c'est d'oser, c'est de décider. Alors, jeu de mots inclus, le plus important, c'est de réussir votre entreprise. Merci, de rien, voilà, ça c'est fait. Il faut bien que je tente des blagues quand même de temps en temps. Hein. Voilà. Alors, voici la première idée que je veux partager avec vous. Accrochez-vous à l'essentiel. Accrochez-vous à l'essentiel. Ça paraît idiot, hein? Ça paraît simple. Alors, c'est quoi l'essentiel? Tous les jours, accrochez-vous à l'essentiel. Vous ne pouvez pas vous accrocher à toutes les prises en même temps. Lorsque vous grimpez, vous ne pouvez pas en même temps écrire un email, boire, manger, parler au téléphone. Lorsqu'on grimpe, je peux m'accrocher qu'à deux prises. Deux prises de main, deux prises de pied, c'est tout, pas plus. Accrochez-vous à l'essentiel. L'anecdote que j'ai pour vous, pour illustrer cette idée-là. Est-ce que ça marche? Oui, c'est un miracle. Génial. En 2007, des médecins m'annoncent que, ben voilà, écoute, Christophe, tu as donc des cancers. Donc c'était écrit sur le papier, il n'y avait pas de suspense, il n'y avait même pas de surprise. Voilà, c'était prédit, quoi. C'était écrit dans l'avenir, dans les livres, dans les rues, dans je ne sais pas quoi. Mais c'est comme ça. Et donc ils me disent ça, voilà, Christophe, tu as des cancers et donc on va devoir t'opérer. Une première opération, qui se passe plutôt bien. Et quelques mois après, on me dit, écoute Christophe, on est un petit peu embêté, mais voilà, c'est revenu, donc il va falloir qu'on te réopère. Et à ce moment-là, je ne savais pas si je pourrais reparler normalement, si je pourrais remanger normalement, si je pourrais réembrasser normalement, si je pourrais... Enfin, je ne savais pas. Et les médecins non plus. Et là, je me dis, ça sent le sapin quand même. Ça sent pas vraiment le printemps et puis les oiseaux dans les arbres et puis voilà. Et je me dis, c'est trop con. Depuis très longtemps, alors ça je vous l'ai pas dit, mais j'adore la musique, je joue du piano et puis du violon depuis très longtemps. Je suis passé par le conservatoire, etc. Il y en a qui jouent un petit peu de la musique ici. Ah ouais, bah oui évidemment pour Creative Morning, donc forcément quoi. Alors pour n'importe quel pianiste, il y a un rêve qu'on a probablement tous en tant que pianiste, c'est un jour avoir un piano à queue chez soi. Chacun son rêve. Il est un petit peu démesuré, certes. Mais bref, en 2007, je me dis, ça sent quand même pas très bon. Et surtout, je me dis, mais c'est trop con. J'avais la chance d'avoir un petit peu d'argent de côté reçu de mon grand-père qui venait de faire une donation. Je me dis, mais c'est trop bête. Achète le piano de tes rêves. Voilà. Et pourquoi pas? Voilà, c'est ça. Et du coup, je cherche et je trouve le piano de mes rêves, un Bechstein 180 acajou brillant, et je signe l'achat de ce piano la veille de mon entrée à l'hôpital pour cette deuxième opération qui était pas c'était plutôt de la boucherie charcuterie qu'autre chose. Et je me rappelle très bien, l'opération se passe, et puis après l'opération, vous savez, alors c'est la partie un petit peu gore, mais j'étais donc sur mon lit là comme ça allongé, et j'avais une trachée haute, un tas de tubes, j'avais une ardoise devant moi parce que je ne pouvais pas parler, manger, boire, rien, etc. Évidemment. Donc j'étais comme ça, et l'air de rien, c'était pas facile quoi. L'air de rien, il y a un moment ou deux, j'avais envie de tout abandonner. Et le genre d'idée, c'était putain, mais à quoi bon continuer à, etc., à se battre, machin, etc. Quoi. Et là,
il y a un truc qui m'est revenu plusieurs fois en tête, c'était ça. Ce que je faisais à ce moment-là, précis, c'est qu'il y avait une espèce de petite commode sur ma droite. Donc je tirais le tiroir de cette commode et je prenais dans mes mains la putain de facture de mon piano. J'ouvrais simplement la facture. Et ça m'a permis de tenir. Et vous devez le sentir d'ailleurs, hein, même le fait de me revoir dans cette position-là, ça me rend heureux, quoi, ça me donne des frissons. Et parce que ce que j'ai fait inconsciemment, c'est que je me projetais dans l'avenir plutôt proche, qui était de recevoir le piano de mes rêves qui allait être installé chez mes parents, etc. Alors qu'est-ce que j'en ai retenu de cette anecdote ? La première chose, c'est qu'une facture pouvait être source de joie et de plaisir immense. Voilà, ça arrive. Et surtout, j'ai compris à ce moment-là que l'essentiel dans la vie, en fonction des moments, ça peut être des choses complètement débiles, en fait. Lorsque je grimpe, dans la pire des journées que je peux passer, souvent, plus la journée est pire, plus je suis capable d'apprécier des choses super simples. Du genre un verre d'eau, ou une bière, ou un cocktail vodka, rhum, citron. Et s'accrocher à l'essentiel, en fait, c'est ça. Le nombre de personnes que je reçois, qui viennent me voir, et qui se font qui se racontent un certain nombre d'histoires en tête, et se disent mais ça va pas, mais ça va pas, et puis machin, et puis ceci, et puis cela, et blablabla, blablabla. Et souvent, je leur pose juste une question, c'est quoi qui va pas, vraiment? Il y a un truc dans ta vie qui pose problème, c'est quoi? En fait, des questions, on n'en a pas 36 000 milliards à se poser, hein. Mais c'est simplement que les questions essentielles, on a tendance à tourner autour du pot ou à les éviter. Ouais. Mais qu'est-ce qui est vachement important? Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? À quoi vous devez vous accrocher? Elle vous plaît, cette première idée? Ouais. Cool. Alors, je vous propose de faire une seule chose. C'est, comme c'est le thème des Creative Mornings, j'aimerais simplement que vous partagiez avec la personne à côté de vous une chose qui est importante pour vous aujourd'hui. Une chose à laquelle vous décidez de vous accrocher aujourd'hui. Ça marche? C'est parti, 30 secondes. Alors, deuxième idée, vous vous en doutez un petit peu, s'accrocher c'est suffisant, mais j'ai dit un certain nombre de fois, vous l'avez peut-être déjà entendu, si vous faites que vous accrocher toute la journée à la même chose, lorsqu'on grimpe, ça se sait, ça se sent, on n'a même pas besoin de grimper pour le sentir. Imaginez, j'ai une prise, j'en ai une autre, les pieds sont bien positionnés. Et à un moment donné, les muscles tétanisent et puis vous tombez, quoi. Et puis vous tombez. Alors c'est quoi la solution? Ah, pardon. C'est pas grave, ça c'était une petite blague loupée, mais bon, les choses y arrivent. La solution, c'est de lâcher le superflu. Lorsqu'on grimpe, la suite de je m'accroche à une prise et je lâche une autre pour aller m'accrocher à la suivante, ça ne s'arrête jamais. Mais lâcher le superflu, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Et je peux vous garantir que tous et toutes ici, et moi y compris, si on n'arrive pas à avancer à la vitesse à laquelle on aimerait avancer, c'est parce qu'il y a tout un tas de trucs, de choses qu'on n'arrive absolument pas à lâcher. C'est sûr et certain. Toutes les personnes que je vois, elles sont en train de se raconter tout un tas d'histoires par rapport à soit à leur passé, soit à leur futur. Et du coup, elles ne sont pas dans le présent. Et il y a tout un tas de trucs auxquels elles se raccrochent. Ça peut être des idées sur qui elles sont, sur ce qu'elles ont fait avant, sur pourquoi elles l'ont fait, sur etc., 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 etc.
Et en plus, en France, on est très fort pour mouliner. Hein. On est des pros de la moulinette mentale. Hein. Voilà. Merci, l'héritage, le siècle des Lumières, Voltaire, Diderot, etc. Descartes, merci, tonton Descartes, tout à fait. Méditation métaphysique. Allez lire ça si vous voulez. Puis après, vous comprendrez pourquoi ça, c'est quand même beaucoup plus fun et beaucoup plus simple. Mais lâchez le superflu. Lâchez ce qui n'est pas essentiel dans votre vie. On n'a pas besoin de tout un tas de trucs. Anecdote. Voilà, alors ça c'était une petite illustration. De temps en temps, on est un petit peu comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'on s'accroche. Anecdote. Pendant très longtemps, donc, je suis atteint d'une maladie génétique rare, qui est a priori une maladie pas très cool. Et l'air de rien, j'ai quand même eu la chance de rencontrer dans le monde un certain nombre de personnes qui ont cette même pathologie aussi. Et les premières conférences qu'on m'a demandé de faire, c'était parce qu'on me demandait de témoigner devant des parterres de médecins, chercheurs, etc., pour faire la transition entre les recherches fondamentales qu'ils étaient en train de faire et une personne réelle. Voilà. Donc j'ai croisé beaucoup de médecins, chercheurs et beaucoup de personnes qui ont cette même maladie. États-Unis, Canada, Europe, etc. Et un jour, il y a quelque chose qui m'a frappé. J'étais à Denver, dans le Colorado, et vous savez, on était dans une espèce de pièce avec des chaises en arc de cercle comme ça. Et vous savez, ce qu'on fait souvent, c'est que chaque personne se lève et se présente, et puis elle se rassoit. Et puis c'est la suivante. Et là, je vois un mec qui s'appelle John Hanna, américain pur souche, fat, casquette, fan de hamburger, charmant. Il se lève et dit « Hey, hi, my name is John, I'm Fanconi anemia. » Donc, Fanconi anemia, c'est l'anémie de Fanconi, c'est le nom de la maladie. Il dit « I'm Fanconi, donc je suis Fanconi. And it's a real pleasure to be here, etc., etc. » Il se rassoit. Ah, d'autres personnes parlent. Et là, je vois une personne qui s'appelle Tali. Tali, toute petite, un petit bout de femme. Quand même plus grande que moi, mais bon, c'est pas grave. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je fais des conférences. C'est le seul moment où j'ai l'impression de ne pas être obligé d'avoir un torticolis toujours. C'est chouette. Donc Tali se lève. Elle dit Hey, hi, my name is Tali. I'm absolutely delighted to be here. And I'm FA as well. Donc je suis Fanconi aussi. Et blablabla. Bla, bla, bla. Et puis elle se rassoit. Et une autre personne se lève encore. Et cette fois, c'est Francesca. Francesca, elle vient d'Italie. Hey, everybody, I'm Francesca. I love to be here. You know, I'm a Faye, and we are going to share a lot of things, etc., etc. Et elle se rassoit. Et là, je comprends un truc. Je me dis, mais en fait, ils disent tous un truc. Tous. Et un truc bizarre, n'est-ce pas, Benoît? Un truc super étonnant qui va s'afficher normalement sur l'écran derrière nous. Merci, oui, merci Alexandra. Ils disent tous ce truc-là. Tous et toutes. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, ils disent « Je suis Fanconi ». Autrement dit, mon identité égale ma maladie. Et là, je comprends quelque chose d'absolument essentiel. Je me dis, si je veux continuer à vivre, en fait, je ne suis pas ma maladie. Alexandra, tu peux appuyer s'il te plaît une fois. Merci beaucoup, juste une fois. Voilà. Je ne suis pas ma maladie en fait. Je suis Christophe. Et il y a un certain nombre de choses qui me composent, d'accord, mais je ne suis pas ma maladie. Je ne suis pas une personne malade. Mon identité n'est pas égale à ma maladie. Et là, je comprends un truc crucial, et ça a changé radicalement le cours de mon existence. C'est il faut que je me débarrasse de cette étiquette-là. Il faut que j'apprenne à être et à arrêter de me battre contre
mais à apprendre à vivre avec. Et c'est crucial. Et ça a été dur. Je peux vous garantir que c'était pas facile. Parce que en fait, il y a plein d'avantages quand même à être malade et petit. Ouais, les personnes vous remarquent. Les gens ont plutôt tendance à être plutôt sympas avec vous. Bah ouais. Le pire, vous savez, c'est mes amis qui me disaient à certains moments, Christophe, nous, on ne te voit vraiment pas comme une personne malade, tu sais. En général, quand quelqu'un vous dit ça, bah ouais. Et en fait, il y a plein d'avantages à être malade parce qu'on prend soin de vous, parce qu'on vous évite tout un tas de choses. Ben ouais. Et là, je comprends que je dois absolument lâcher prise avec cette identité-là. Et du coup, ça veut dire aussi lâcher prise avec tout un tas d'excuses. Ben ouais. Parce que c'était tellement facile de me dire, bah oui, mais j'ai vécu tout ça, donc c'est plus difficile pour moi d'apprendre, de trouver un job, d'être bien payé, de machin, de ceci, de cela. Alors que dans le fond, que dalle. Je peux parler? Oui. J'ai deux jambes, deux bras? Oui. Est-ce que je peux grimper? Oui. Donc j'ai aucune excuse. Mais c'est pas si simple que ça à se l'avouer, ça. Donc lâcher le superflu. Juste là, comme ça, est-ce que vous avez des idées de choses que vous devriez peut-être lâcher dans votre vie? Vous voulez partager avec la personne à côté de vous ou pas? C'est trop. Allez, 15 secondes. C'est parti. Revenez par ici, revenez avec moi. Est-ce que vous êtes prêts pour la troisième idée? Oui, génial. Est-ce que la deuxième vous a plu? Oui. Est-ce que vous allez le mettre en application dans la vie de tous les jours? Non. Ah merde. Oh là là. Allez, Alexandra, je te donne la main. Merci beaucoup. Du coup, je vais pouvoir poser ça, c'est parfait en fait. Ouais. Voilà, hop. Voici la troisième idée. Cherchez la mélodie juste et devenez des artistes et non pas des techniciens. Alors, ça veut dire quoi ce machin? Tout un programme. Hein. Cherchez la mélodie juste et devenez des artistes et non pas des techniciens. Imaginez, vous êtes à un repas, à un dîner avec des amis, et puis il y a un des enfants de vos amis qui joue du piano depuis pas très longtemps, et donc il commence à jouer du piano, et Alexandra, avec toute sa gentillesse, va donc pouvoir enchaîner sur la slide d'après. Et vous écoutez ça dans le fond. Un autre petit clic, s'il te plaît. Alors que vous êtes en train de discuter. Jusque-là, tout va bien. Ça vous surprend un petit peu. Donc vous dites, bon, ok. Et là, ça vous perturbe un petit peu quand même. Parce que, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a 2-3 fausses notes, quoi. Je ne suis pas le seul à les entendre, hein, on est d'accord? Ouais. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Alexandra. En fait, qui connaît exactement cette musique-là? Levez la main. Qui connaît exactement la partition de cette musique-là? Une personne. Cool. Mais la vraie question, c'est comment est-ce que vous savez qu'il y avait des fausses notes? Ben ouais. Parce que la mélodie juste, vous n'avez pas besoin de connaître la partition pour savoir que c'est faux, pour sentir que ça sonne pas juste, quoi. Et en fait, cette mélodie juste, on l'a tous à l'intérieur pour nos propres vies, pour les actions qu'on fait tous les jours. On le sent quand on est à côté de la plaque, franchement. Vous le savez, vous le sentez, quoi. Lorsque vous avez dit quelque chose d'un petit peu pas forcément très très pertinent, et vous le sentez, quoi. Et en fait, ce qui est important, c'est pas simplement de jouer les notes une par une, d'être un technicien, parce que ça, un ordinateur peut le faire.
Mais le plus important, c'est quoi? C'est l'intention que vous mettez derrière. C'est dans quelle direction est-ce que vous voulez emmener chacune des notes. C'est ça qui est important. Et c'est ce que j'appelle chercher la mélodie juste. Ça vous branche cette idée-là? Ouais. Ah, il y a au moins une personne que ça branche beaucoup. Ouais, ouais. Mais ouais. Donc devenez des artistes et non pas des techniciens. En plus, on est dans un contexte particulier, Creative Mornings. La créativité, ça vient forcément de cette intention-là. Parce que tout le monde est capable de jouer des notes une par une. Ça s'apprend, c'est facile. Par contre, l'intention que vous allez mettre derrière, ça va se traduire à partir de tout le parcours que vous avez eu et qui est forcément singulier. Et ça, c'est singulier, et ça, c'est créatif, et ça a de la valeur. Et ça, c'est précieux. Et en plus, ça vaut de l'argent. On passe sur la 4e idée? Oui, oh là là. Célébrez et partagez vos réussites quotidiennes. Ah, ah là 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 là. Oh là 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 là. Alors, anecdote. En 2001, j'ai environ 14 ans. Donc c'était en 99, j'ai 14 ans. Et à 14 ans, je me dis, vous savez, lorsqu'on grimpe, il y a toute une échelle de gradation de difficulté. Et je me dis, si un jour j'atteins la difficulté 8A, voilà, c'est un niveau de difficulté, je me dis franchement, je serai devenu super bon. Je serai fort, les personnes m'appelleront, j'aurai des interviews dans les magazines spécialisés, enfin, voilà. Et là, 2 ans après, donc en 2001, je réussis à grimper un rocher dans la forêt de Fontainebleau qui s'appelle Duel, qui est de difficulté 8A, la fameuse difficulté qui me faisait rêver depuis très très longtemps. Et là, je fais quelque chose de très bizarre. En fait, j'en parle à personne. C'est-à-dire que le truc dont je rêvais depuis des années qui vient de se produire, à part mon papa qui est là à ce moment-là, et peut-être mes frangins qui le sauront quelques jours après, j'en parle à personne. Je le dis à personne. C'est con, non? Dans le film Into the Wild, il y a une phrase à la fin qui dit le bonheur est décuplé lorsqu'il est partagé. Dans chacune de vos journées, il y a forcément des trucs qui sont bien passés. Il y a forcément des choses que vous avez réussi à faire, même dans la pire des journées. Et ça, je vous propose, pour ne pas dire vous impose, de le fêter et de le partager. Même si c'est juste partager un échange de quelques minutes avec les personnes qui sont avec vous ce soir-là, mais allez-y. Parce que inconsciemment, c'est ça qui va tranquillement finir par s'ancrer. Et la croyance qui va se développer en prenant cette petite habitude-là, c'est quoi qu'il m'arrive pendant la journée, il s'est passé quelque chose d'intéressant, de positif, et je peux être fier de ça. Et l'idée, c'est pas de développer un ego terrible, une espèce de surego qui va tout envahir, on est d'accord, hein, mais c'est simplement d'ajuster son niveau d'estime de soi. Parce que même dans la journée la plus pourrie, il y a des choses qui sont bien passées. Même dans ma conférence, hier soir, avec des personnes qui répondaient pas beaucoup, il y a tout un tas de trucs qui sont super bien passés et pour lesquels je peux être fier de moi. Donc, célébrez et partagez vos réussites quotidiennes. Alors, si on résume, ça donne quoi? D'après vous, la première clé, c'était quoi? Oui! Merci beaucoup! Une personne qui suit sur 90, génial! La deuxième, c'était quoi? Lâchez le superflu. La troisième? Cherchez la mélodie juste et devenez des artistes et non pas des techniciens. Et la quatrième? Célébrer les réussites et partager. Tout à fait.
Alors, c'est très intéressant parce que, est-ce que vous êtes d'accord que sur ces 4 clés, en fait, ça n'a rien à voir avec le courage, hein, mais surtout, à chaque fois, ce qui est le plus difficile à faire, en fait, c'est de décider. Ouais. Parce que tout ça, vous le savez. Vous l'avez déjà entendu. C'est quand même pas la première. Enfin, c'est des bêtises tout ce que je viens de vous raconter là, quoi. C'est évident. C'est méga évident. Mais le nombre de personnes qui font ce genre de choses-là et qui décident de lâcher quelque chose d'essentiel ou de superflu, les personnes qui décident de dire bon, ok, ce sera pas facile, mais je vais m'accrocher pour que ça se soit terminé d'ici midi, par exemple. En fait, il n'y en a pas beaucoup qui décident ce genre de choses-là. Et la plupart des personnes subissent, en fait. Beaucoup de gens subissent ce genre de trucs-là. Et ils subissent ce qui leur tombe sur la tronche. Et très clairement, je me suis rendu compte que, par exemple, les personnes qui avaient la même maladie que moi, les personnes qui avaient la sensation de subir et de ne rien choisir, tout cela, ils sont cuits, quoi. Alors, ce qui ne veut pas dire non plus que ceux qui choisissent de s'accrocher et de prendre leur vie en main, et vous sentez encore une fois la thématique de la prise, qui est importante depuis qu'on est tout petit. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà mis votre doigt dans le poing d'un tout petit enfant, d'un nourrisson, il s'accroche, hein. Il ou elle s'accroche. Donc c'est un trait fondamental de l'espèce humaine, cette thématique de l'accroche. Il y a une forme presque d'agressivité quelque part, de saine agressivité. Et bien c'est très bien. Et en fin de compte, le courage c'est juste le résultat de tout un tas de choix, de tout un tas de décisions. Le plus difficile à faire, c'est d'oser choisir et décider. Et si vous faites ça, si vous arrivez à arrêter de subir, mais à choisir tout ce qui vous arrive, et à choisir un certain nombre de choses, et à décider, c'est-à-dire à vous accrocher à un truc, et à littéralement couper, parce que décider, dans l'étymologie, il y a la scission, c'est-à-dire qu'on fait mourir un certain nombre d'autres possibilités lorsqu'on décide. Si moi je décide de m'asseoir ici, fatalement je fais mourir volontairement la possibilité d'être en mouvement et puis de marcher. Elle n'existe pas. Bah ouais. Mais c'est comme ça. Et je préfère ça plutôt que de me dire putain, j'ai vraiment pas le choix, il faut que je m'assoie là, quoi. Et ouais. Et du coup, si vous arrivez à faire tout ça, je peux vous garantir que vous retrouverez quelque chose d'absolument essentiel, qu'on a tous connu, que vous avez tous et toutes connu lorsque vous étiez comme moi à 1 an. Je ne sais pas quel âge j'avais là sur cette photo. Mais le courage, c'est quelque chose de relativement inné à l'espèce humaine. On n'a pas besoin de se poser la question de se dire est-ce que je dois être courageux ou pas. Non. Un petit enfant, il fait des choses. Il fait ce qui a besoin d'être fait ou à ce moment-là. Et voilà ce que je vous propose, c'est de retrouver cette forme de simplicité pour que peut-être, avec un peu de chance, les gens autour de vous finissent par dire en fait, il doit être vachement courageux quand même. Merci à vous.